Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, nouvelle escalade des tensions entre Paris et Bamako. La junte au pouvoir au Mali demande à la France de retirer ses soldats sans délai. Appel au retrait immédiat alors que le président français Emmanuel Macron plaide pour un départ échelonné sur les prochains mois. Fin ce vendredi du sommet Union européenne-Union africaine à Bruxelles. Près de 70 chefs d'État et de gouvernement sur place. Un sommet pour refonder les relations entre l'Europe et l'Afrique à travers la relance d'un nouveau partenariat. Analyse et décryptage à suivre dans ce journal. Près de 2 milliards de dollars sont nécessaires pour faire face à la crise humanitaire en République démocratique du Congo, où des dizaines de millions de personnes, dont des enfants, souffrent de malnutrition aiguë. Mais tout d'abord, et avant de développer ces titres, la prolongation de l'état d'urgence jusqu'au 31 décembre 2022 en Tunisie sur décret du chef de l'État Kais Saied. Cette prolongation est considérée comme la plus longue depuis que les autorités ont imposé cette mesure dans le pays. L'état d'urgence décrété depuis 2015 à la suite de l'attentat à la bombe perpétré le 24 décembre 2015 contre un bus de la garde présidentielle tuant 12 agents. Notons que cette mesure confère aux autorités des prérogatives exceptionnelles. 8 soldats maliens ont été tués et près de 60 terroristes neutralisés dans le nord du Mali lors d'une opération de l'aviation nationale, annonce de l'armée malienne. Ce vendredi 18 février, l'aviation serait intervenue pour détruire une base terroriste située près du Burkina Faso et du Niger. L'opération ciblait une zone où plusieurs dizaines de civils ont été tués cette semaine dans une attaque attribuée à un groupe affilié à l'organisation État islamique. Cette opération de l'aviation malienne est intervenue le jour même où la junte au pouvoir a demandé à la France de retirer sans délai ses soldats du Mali. 2400 militaires français sont déployés dans le pays. Demande d'un retrait immédiat formulée au lendemain de l'annonce par la France et ses partenaires d'un retrait de la force Barkhane échelonné sur les prochains mois. Je vous propose d'écouter le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement. C'était ce vendredi à la télévision nationale. Le gouvernement de la République du Mali prend acte de la décision unilatérale du 17 février 2022 des autorités françaises de procéder au retrait des forces militaires de Barkhane et de Takuba en violation des accords liant la France et le Mali et impliquant d'autres partenaires. Cette décision fait suite aux annonces également unilatérales de la France le 3 juin 2021 de la suspension des opérations conjointes avec les forces maliennes et le 10 juin 2021 de la fin de l'opération Barkhane, sans préavis et sans consultation préalable des autorités maliennes. Le gouvernement rappelle que par rapport aux résultats attendus, les résultats obtenus et annoncés officiellement par les autorités françaises n'ont pas été satisfaisants. Au regard de ces manquements répétés des accords de défense, le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takuba du territoire national sous la supervision des autorités maliennes. La France se retirera en bon ordre et ne transigera pas une seconde sur la sécurité de ces soldats, réponse du président français Emmanuel Macron aux autorités maliennes. La Haute Cour de Tanzanie a statué ce vendredi. La justice a ordonné la poursuite du procès pour terrorisme. Procès du leader d'opposition Freeman Mbowe et ses co-accusés. Le leader du principal parti d'opposition, Chadema, est accusé de financement du terrorisme et de complot terroriste. Freeman Mbowe a été arrêté en juillet 2021, peu avant un rassemblement de l'opposition pour exiger des réformes constitutionnelles. La prochaine audience doit se tenir le 4 mars prochain.
Le sommet Union africaine-Union européenne a pris fin ce vendredi à Bruxelles, rencontre dans un contexte d'instabilité politique au Sahel, sécurité, la relance des économies africaines mises à l'arrêt par la pandémie, aider à la production de vaccins sur le continent, accélérer aussi la transition énergétique et écologique, autant de questions débattues. Les deux blocs ont une nouvelle fois réaffirmé leur volonté de refonder un nouveau partenariat, mais dans les faits, peu d'engagement, selon l'analyste politique Louis Quemayu. La promesse était belle avec les thématiques qu'on a entendues, mais dans le fond, on a l'impression qu'on change tout pour ne rien changer. Parce que sur le plan de la philosophie, certes, on a l'impression que les Européens ont compris que la relation avec l'Afrique ne peut plus être une relation de monopole, qu'on ne peut plus être dans le néocolonialisme qu'on a eu pendant de nombreuses années, mais dans les faits, je n'ai pas l'impression que les lignes ont énormément bougé. On a beaucoup de promesses, notamment des promesses de financement concernant la vaccination, concernant l'accès à Internet, mais tout cela reste encore dans l'ordre de ce qui se pratiquait jusqu'à présent. Donc je n'ai pas trop senti la différence. Par ailleurs, sur les invitations de chefs d'État lors du premier sommet, qui était à l'époque le sommet de l'Union européenne avec l'Afrique, on avait eu un chef d'État qui ne pouvait pas participer, qui était le président zimbabwéen, mais ses pairs africains avaient plaidé pour qu'il soit là, sinon eux, ils ne venaient pas. Or, ici, nous avons un certain nombre de pays qui n'ont pas pu participer à la réunion, et c'est presque normal. L'idée de gouvernance qui a été avancée pour écarter les pays considérés comme putschistes, elle est peut-être intéressante, mais le problème c'est que ces pays-là, les coups d'État y ont été salués. Alors comment est-ce qu'on gère aujourd'hui la question de la gouvernance sans être dans l'immixtion dans les affaires internes des pays? Le curseur est très difficile à placer dans ce cas de figure-là. Une quarantaine de dirigeants des États membres de l'Union africaine et les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne étaient donc à Bruxelles, sommet au cours duquel plusieurs sujets ont été discutés par les dirigeants africains et européens. L'Union africaine a pour sa part proposé à l'Union européenne de lancer une nouvelle alliance en faveur de l'investissement et de l'industrialisation du continent. Nathalie Mo. À l'ouverture du 6e sommet Union européenne-Union africaine ce 17 février 2022, l'Afrique est venue forte de ses nombreux atouts et richesses. En pleine mutation, le continent est un marché d'1,3 milliard d'habitants à majorité jeune, une agro-industrie et un écosystème numérique émergent pour une coopération gagnant-gagnant. Une Afrique en chantier qui trouve son compte dans le commerce et l'investissement, cette Afrique-là pourra occuper sa jeunesse et offrir à ses partenaires davantage d'opportunités de co-construction, de croissance et de prospérité partagée. L'Afrique met ses partenaires européens au défi de la solidarité dans le projet d'industrialisation et de transition énergétique du continent où 600 millions d'habitants vivent encore sans électricité. Voilà pourquoi nous sommes pour le maintien du financement de l'industrie gazière et pour les hydrocarbures, pour une transition énergétique juste et équitable, tenant compte des besoins et contraintes spécifiques du continent. Face aux conjectures sécuritaires, économiques, politiques et sociales, les pays africains ont résolu de diversifier leurs partenariats bilatéraux et multilatéraux. Une nouvelle dynamique de coopération dont l'objectif est de répondre aux priorités des États dans leur singularité. Nouvelle forme d'échange qui mérite la considération des partenaires européens, selon Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Une mission de contrôle des fonds alloués à la Commission électorale nationale indépendante est annoncée par l'Inspection générale des finances en République démocratique du Congo. Cela intervient après plusieurs allégations formulées par le ministre des Finances Nicolas Kazadi qui accuse la CENI d'avoir augmenté illégalement les montants de certaines factures, accusations démenties par la Commission électorale. Toujours en République démocratique du Congo, pays en proie à une aggravation de la situation humanitaire. Près de 2 milliards de dollars sont nécessaires pour faire face à la crise, principalement dans l'est du pays. 27 millions de personnes ont besoin d'assistance humanitaire, d'après le bilan de l'ONU. Écoutez, Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général des Nations Unies.
La situation humanitaire en RD Congo continue à se détériorer, en particulier dans les provinces de l'Est du pays, en raison d'une situation sécuritaire instable. Les attaques contre les civils, y compris les personnes déplacées à l'intérieur du pays, ont augmenté au cours de l'année écoulée, en particulier dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Aujourd'hui, plus de 27 millions de personnes en RDC sont confrontées à une insécurité alimentaire grave et aiguë, avec près de 5,5 millions de personnes déplacées, contraintes de se déplacer à nouveau et parfois plusieurs fois. À cela s'ajoute un demi-million d'hommes, de femmes et d'enfants, de réfugiés et de demandeurs d'asile des pays voisins qui sont hébergés dans le pays. Les opérations humanitaires en RD Congo l'année dernière étaient les moins financées au cours des 4 dernières années. Le financement illimité, qui était de 39% inférieur au montant nécessaire pour le plan de réponse humanitaire 2021, était bien sûr insuffisant pour permettre aux organisations humanitaires de couvrir les besoins de base des 9,6 millions de personnes identifiées comme étant les plus vulnérables. 26 œuvres restituées par la France au Bénin, exposées à Cotonou au sein du palais présidentiel dans un espace aménagé 2000 mètres carrés pour accueillir cette exposition intitulée Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. L'exposition est inaugurée ce samedi par le président de la République Patrice Talon et sera ouverte au public dès ce dimanche et ce jusqu'au 22 mai, accès libre et gratuit pour aller admirer non seulement les trésors royaux pillés en 1892 par les troupes coloniales françaises dans le palais d'Abomey, mais aussi les œuvres de 34 artistes béninois contemporains sélectionnés pour présenter plus d'une centaine d'œuvres d'art. 6 athlètes africains présents aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin qui se terminent ce dimanche dans la capitale chinoise. L'Afrique représentée entre autres par l'Érythréen Shannon Ogbay Abeda, spécialiste du ski alpin, tout comme le Ghanéen Carlos Maider. On retrouve également le Nigérien Samuel Ikfan pour le ski de fond. Le portrait des athlètes africains engagés dans la compétition par José Douglas. Les regards étaient tournés vers Pékin depuis le 4 février pour les JO d'hiver où nous étions bien représentés. Commençons par la malgache Miali Tiana Claire pour le ski alpin qui disait d'ailleurs qu'elle voulait inspirer les Africains. Née à Madagascar et élevée en France, la skieuse alpine Miali Tiana Claire s'est classée 47e du slalom et 48e du slalom géant sur plus de 80 skieuses. Autre représentant de la grande île de l'océan Indien, Mathieu Nemuller, qui prend la suite de Mathieu Razana Koluna, tout premier athlète malgache au JO d'hiver à Turin en 2006, né à Mont-de-Marsan, en France, et a commencé le ski à l'âge de 3 ans, 41e sur 88 au slalom homme aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin. Mes courses sont désormais finies et je termine mes Jeux olympiques avec une fierté énorme d'être arrivé en bas sur ces terrains compliqués. Maintenant, le Canado-érythréen Shannon Ogbay Abeda, 25 ans, né au Canada, son père et sa mère y sont arrivés en tant que réfugiés dans les années 1990 pour fuir la guerre d'indépendance. Il termine 39e dans le slalom géant homme. Carlos Maider, skieur alpin pour le Ghana, prend la 55e place dans le slalom géant. Carlos Maider, 43 ans, né au Ghana, il a été adopté en Suisse à l'âge de 2 ans. Il était très suivi lors de ces Jeux olympiques d'hiver, car il est non seulement le concurrent le plus âgé de l'épreuve de ski alpin, mais aussi le seul athlète du Ghana pour les Jeux. C'est formidable de participer aux Jeux olympiques d'hiver de Beijing. Les pistes ici sont très attrayantes et confortables. À mon âge, pour moi, la qualification est déjà une médaille d'or. Le Nigérian Samuel Ikpefan, skieur de fond, a terminé 73e du sprint en 3 minutes 9 secondes et 57 centièmes à 24 secondes du meilleur temps des qualifications. Premier skieur nigérian, a participé aux Jeux olympiques d'hiver. Il a aussi pratiqué du bobsleigh. Et enfin, le Marocain Yassine Aouiche participait à ses premiers Jeux olympiques. Né au Maroc, à Ifrane, le 17 novembre 1990, Aouiche a appris à skier seul quand il était enfant
avant de devenir moniteur. Licencié du club d'Ifouane, il a participé à plusieurs compétitions internationales dans le cadre de sa préparation pour les JO de Pékin. C'était la 8e participation du Maroc aux JO d'hiver depuis les JO de 1968 à Grenoble en France, quand le royaume a été représenté par 5 athlètes en ski alpin. Pour lui, l'essentiel était la fierté d'être le seul représentant du Maroc aux JO et surtout de porter le drapeau national. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.